Pour mes 18 ans, l'humiliation, un gâteau entamé et une carte soient plus comme elle. Le soir même, je suis parti en ville. Une semaine après, un message vocal de mes parents, en larmes, rentre, s'il te plaît. On ne savait pas. Je m'appelle Amélie Dubois. Alors que je fêtais mes 18 ans en toute discrétion, mes parents ont organisé une grande fête surprise, mais pas pour moi. Ils ont décoré toute la maison avec des ballons argentés, acheté à ma sœur un iPhone flambant neuf, et m'ont tendu un gâteau à moitié entamé sorti du frigo avec une carte qui disait « Sois plus comme elle ». Tout le monde a ri. J'ai souri en retour, faisant semblant que ça ne me blessait pas, faisant semblant de ne pas me sentir disparaître au seul moment qui était censé m'appartenir. Mais parfois, un seul instant suffit à vous réveiller, à vous pousser dehors, à réécrire toute votre vie. Les gens pensent que le favoritisme se manifeste dans de grands moments dramatiques. Choisir le parti d'un enfant dans une dispute, offrir un plus gros cadeau à l'un, faire l'éloge de l'un devant les invités tout en ignorant l'autre. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Pas vraiment. Le favoritisme est silencieux. Il est subtil. Il est tissé dans la trame du quotidien jusqu'à devenir l'air que vous respirez. Et d'aussi loin que je me souvienne, Chloé avait toujours été l'air que mes parents respiraient, tandis que je n'étais que le bourdonnement de fond qu'ils n'enregistraient jamais complètement. Quand nous étions petites, tout le monde disait que Chloé était délicate. Pas faible, pas gâtée, non, délicate, comme une poupée de porcelaine qu'on ne pouvait pas placer trop près du bord d'une table. Si elle pleurait, 3 adultes accouraient. Si elle fronçait les sourcils, quelqu'un apportait des gâteaux. Mais quand je pleurais, la réponse était toujours la même. Tu es forte, Amélie. Tu es notre fille indépendante. Je pensais que c'était un compliment. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que c'était une permission. La permission pour eux d'oublier que j'avais aussi besoin d'attention. Chloé était le réconfort. J'étais la responsabilité. Chloé avait besoin de protection. Je devais me gérer toute seule. Je peux identifier la première fois où j'ai compris la différence. J'avais 9 ans, Chloé en avait 7, et nous étions à la fête foraine. Chloé a trébuché sur un pavé inégal et est tombée, s'écorchant à peine le genou. Mais elle a éclaté en sanglots, sa voix résonnant dans toute l'allée des stands. Ma mère s'est précipitée comme si Chloé avait reçu une balle, laissant tomber son sac à main, s'agenouillant de façon théâtrale, prenant les joues de Chloé dans ses mains. « Mon bébé, mon doux bébé, tu es blessé ? Oh mon Dieu, il nous faut de la glace. Des pansements. Que quelqu'un nous aide. » Quelques personnes se sont retournées et l'ont regardée avec sympathie. Papa a porté Chloé jusqu'à la voiture, même si elle insistait pour dire qu'elle pouvait marcher. Pendant ce temps, je les suivais en silence, tenant le sac à main que maman avait fait tomber. Ce soir-là, alors que maman caressait les cheveux de Chloé et la bordait comme si elle se remettait d'une opération chirurgicale au lieu d'une égratignure mineure, elle s'est tournée vers moi et a dit « Amélie, ma chérie, peux-tu apporter un verre d'eau à ta sœur ?» Elle a eu une journée difficile. J'ai eu envie de dire que j'étais là aussi. J'ai tout vu, moi aussi. J'ai marché la même distance, mangé la même barbe à papa et attendu sous le même soleil brûlant. Mais je n'ai rien dit. J'ai simplement hoché la tête et suis allé chercher l'eau. C'est ce que j'étais, même à l'époque. La serviable, le personnage secondaire qui comblait si parfaitement les besoins de tout le monde qu'ils en oubliaient que je pouvais en avoir aussi. Cela n'a fait qu'empirer avec l'âge. Quand Chloé a eu 16 ans, elle a emprunté la voiture de papa, une vieille berline blanche qu'il avait depuis des années, et a reculé droit dans une boîte aux lettres. Elle a appelé maman en pleurant, et immédiatement, tout s'est transformé en urgence familiale. Maman a quitté le travail plus tôt pour la réconforter. Papa a assuré à Chloé que ce n'était pas sa faute. Le mois suivant, Chloé avait une nouvelle voiture, pas une d'occasion, une neuve, une petite voiture bleue avec un nœud sur le toit, comme dans une publicité à la télévision. Nous voulons qu'elle se sente en confiance au volant, a dit papa, elle est sensible, tu sais. Une semaine plus tard, quand j'ai demandé si je pouvais utiliser la voiture pour me rendre à un entretien pour une bourse d'études pour un programme de design d'été, quelque chose pour lequel j'avais fait des recherches, que j'avais préparé, dont j'avais mémorisé chaque détail, ma mère a soupiré comme si je la dérangeais. « Amélie, as-tu vraiment besoin de courir après ce genre de choses ? Tu n'es pas comme Chloé. Tu n'es pas Tapa accent grave l'œil. Concentre-toi sur tes études. Travaille bien et ne fais pas de vagues. La stabilité est plus importante que d'essayer de se démarquer. » Elle ne l'a pas dit pour être cruelle.
C'était le pire. Elle croyait sincèrement qu'elle me protégeait de la déception, comme si j'étais quelqu'un qui devait se faire toute petite à l'avance pour éviter d'être écrasé. Je me souviens d'être assise sur les escaliers cet après-midi-là, écoutant Chloé rire dans sa nouvelle voiture dehors et pensant, comment se fait-il que la confiance soit quelque chose qu'elle mérite, mais que l'ambition soit quelque chose que je devrais craindre? La vérité, c'est que ma famille n'avait pas besoin de dire qu'ils la préféraient. C'était écrit partout, dans leurs réactions, dans leur ton, dans les petits rituels du quotidien. Quand Chloé rentrait avec un 12 en maths, elle avait droit à de la sympathie. Tu as fait de ton mieux, mon bébé. Les maths, c'est difficile. On va te trouver un tuteur. Quand j'ai eu un 18 à mon examen de français, maman a juste hoché la tête et dit, bien. Continue comme ça. Aucune célébration. Pas même un sourire. Comme si l'excellence de ma part était attendue, automatique, à peine digne d'être remarquée. Je me demandais ce qu'il faudrait pour les impressionner, pour qu'ils me regardent avec la même tendresse qu'ils réservaient toujours à Chloé. Je pensais que si je travaillais plus dur, si j'accomplissais plus de choses, ils me verraient. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas impressionner des gens qui ne regardent même pas dans votre direction. Un souvenir se détache plus clairement que les autres, comme un éclat de verre qui n'est jamais sorti. J'avais 14 ans, assise à la table de la cuisine avec une pile de formulaires d'inscription pour une académie d'art d'été. Ce n'était pas juste une colonie de vacances. C'était un vrai programme, du genre qui pouvait ouvrir des portes, du genre qui faisait croire aux jeunes qu'ils pouvaient se construire un avenir à partir de la créativité. J'avais passé des nuits à travailler sur mon portfolio, à dessiner jusqu'à avoir des crampes aux doigts. Quand j'ai finalement trouvé le courage de demander à maman pour les frais d'inscription, elle n'a pas eu l'air en colère. Elle a eu l'air amusée. Mon bébé, des programmes comme ça, c'est pour les enfants surdoués, a-t-elle dit doucement, balayant mon espoir d'un sourire. Tu n'es pas ce genre de fille. Et de toute façon, ces choses-là ne marchent jamais pour les familles comme la nôtre. Soyons réalistes. J'ai de nouveau hoché la tête. Je hochais toujours la tête. Mais plus tard cette nuit-là, je l'ai entendu dire à papa qu'elle ne voulait pas gaspiller de l'argent pour quelque chose où je ne serais jamais accepté. Ce n'est même pas l'argent qui m'a blessé. C'est la façon dont elle a dit gaspiller. Comme si j'étais un mauvais investissement. Comme si j'étais la fille raisonnable, la pragmatique, celle qui devait connaître sa place et ne pas rêver trop fort. Pendant ce temps, quand Chloé a mentionné sur un coup de tête qu'elle voulait apprendre la photographie, on lui a offert un nouvel appareil photo, un kit d'éclairage, 2 objectifs et un abonnement à une application de retouche, bien qu'elle ait abandonné 2 semaines plus tard parce que ça avait l'air plus difficile que sur TikTok. Au fil des ans, le favoritisme n'est pas seulement devenu plus clair, il est devenu structuré, intentionnel, institutionnel. Papa racontait plus d'histoires sur Chloé lors des réunions de famille. Maman encadrait les certificats de Chloé, même ceux de participation, et les accrochait dans le couloir. Mes récompenses restaient dans un tiroir. Quand j'ai été accepté en section littéraire avancée à l'école, maman a dit à une de ses amies, Amélie est responsable, alors on la met dans des programmes pratiques. Mais quand Chloé a été choisie comme danseuse de fond pour un spectacle de l'école, c'est devenu le titre de l'actualité familiale. C'est une telle star. Grandir comme ça fait quelque chose d'étrange à votre esprit. Au début, ça ne vous met pas en colère. Ça vous rend invisible. Et l'invisibilité peut être réconfortante pendant un certain temps. Si personne n'attend rien de vous, ils ne peuvent pas être déçus, n'est-ce pas? Si personne ne regarde de trop près, ils ne peuvent pas vous juger. Je me disais qu'ils ne m'ignoraient pas. Ils me faisaient simplement confiance. Ils croyaient que je n'avais pas besoin d'eux parce que j'étais forte. Ils ne me détestent pas, me chuchotais-je dans mon oreiller quand la maison était endormie. Ils ne me voient juste pas, il m'a fallu des années pour comprendre la vérité. Être invisible, ce n'est pas la même chose qu'être aimé. Et parfois, être l'indépendante est juste une autre façon d'être seule. Cette nuit-là, alors que le salon éclatait de bruit et de célébration, que des rubans pendaient du lustre et que Chloé tournoyait avec son nouvel iPhone comme si elle venait d'être couronnée d'une aura divine, je me tenais au milieu de ma propre famille, me sentant comme un accessoire mal placé dans le film de quelqu'un d'autre. Ça aurait peut-être moins fait mal s'ils avaient intentionnellement essayé de m'embarrasser. Mais le pire, c'est que personne ne pensait même faire quelque chose de mal. Tante Martine est arrivée la première, serrant Chloé si fort que je me demandais comment la fille pouvait respirer. « Regarde-toi » s'exclama-t-elle. Bientôt 18 ans et déjà tu brilles comme une star de cinéma.
Chloé a gloussé et a dit, c'est juste l'éclairage, Tati. Mais tante Martine a secoué la tête de façon spectaculaire. Non, mon bébé. Tu as juste ce regard, celui que les filles qui réussissent ont. Tu as un visage fait pour la grandeur. Son regard est passé sur moi comme un objectif d'appareil photo qui perd sa mise au point. Elle ne m'a pas dit bonjour. N'a même pas hoché la tête dans ma direction. Elle est juste passée à autre chose. Oncle Gérard a tapé dans le dos de Chloé comme si elle venait de gagner un championnat sportif. Tellement fier de toi, ma grande. J'ai entendu dire que tu as été choisie comme responsable du comité des fêtes de ta classe. Chloé a rougi. Ils aiment juste mon énergie, je suppose. Papa rayonnait comme si elle avait été élue présidente. Je me tenais près de l'entrée de la cuisine, à moitié caché, serrant mon assiette avec le gâteau à moitié mangé. Personne ne m'a rien dit. Personne ne m'a demandé comment s'était passée ma journée. Personne n'a même reconnu que c'était mon anniversaire aujourd'hui. Au lieu de ça, j'entendais des mots flotter dans la pièce. Elle est si intelligente, une telle beauté naturelle. Elle ira loin. Cette fille, tous se référant à Chloé, tous prononcés avec une fierté si épaisse qu'elle en peignait l'air. À un moment donné, tante Martine a finalement jeté un coup d'œil dans ma direction, comme si elle se souvenait soudainement de mon existence. Amélie, ma chérie, dit-elle, la voix trop enjouée. Où étudies-tu déjà? Avant que je puisse répondre, avant même que la première syllabe ne se forme sur ma langue, elle s'est détournée, déjà en pleine conversation avec quelqu'un d'autre, riant à propos d'une robe qu'elle avait achetée. Ma réponse s'est dissoute dans ma gorge. Mes joues brûlaient, bien que personne ne les remarquait. C'était une si petite chose, une question posée sans attendre de réponse, mais ça m'a fait l'effet d'un petit scalpel coupant quelque chose de tendre. Les gens ne réalisent pas à quel point il est douloureux d'être constamment jugé sans importance. Une vie entière à ne pas attendre la réponse, ça s'accumule. Alors que la pièce se remplissait de bavardages, Chloé a décidé qu'il était temps pour sa chose préférée, un direct. Elle est montée sur une chaise, orientant son téléphone pour avoir le meilleur éclairage, repoussant ses cheveux en arrière avec une aisance étudiée. « Salut tout le monde », a-t-elle gazouillé dans la caméra. Devinez quoi? Surprise d'anniversaire en avance. Regardez ce que j'ai eu. Elle a agité le nouvel iPhone comme si c'était un ticket d'or. Les commentaires sont apparus instantanément. Des cœurs, des émojis flammes, oh mon Dieu, la reine, joyeux anniv en avance. Elle s'épanouissait sous la tension. Ça la nourrissait. Puis elle s'est retournée et a balayé la pièce avec la caméra. Et regardez, ma sœur a eu quelque chose aussi. Avant que je puisse m'écarter, avant même que je puisse réagir, Chloé a tourné le téléphone vers moi. J'étais là, tenant l'assiette en carton molle et le morceau de gâteau sec et cabossé qu'il m'avait donné. La caméra a tout filmé, le glaçage plat étalé sur le côté, le coin manquant, l'assiette tremblante que j'essayais de stabiliser. Vous voyez, a gloussé Chloé. Elle a eu un cadeau aussi. Pas aussi chic que le mien, mais vous savez, c'est l'intention qui compte. Elle a ri à la fin, un son léger et cristallin que la pièce a répété par habitude. Les commentaires ont afflué encore plus vite. Lol. Ouch. Au moins, elle a eu quelque chose. Pourquoi son gâteau est si petit? C'est triste. On dirait qu'elle a besoin d'un câlin. Certains riaient. Certains me plaignaient. Tous me regardaient, des inconnus, à travers un écran, témoins d'un moment sur lequel je n'avais aucun contrôle. Maman a gloussé maladroitement et a dit, « Arrête de taquiner ta sœur, Chloé. » Mais le ton n'était pas réprobateur. Il était indulgent, affectueux, comme si Chloé avait fait quelque chose de malicieusement mignon. Mes mains tremblaient si légèrement que j'espérais que la caméra ne le capterait pas. Je voulais poser l'assiette, m'éloigner, disparaître. Mais au lieu de ça, je me suis forcé à sourire, à jouer le jeu, parce que je savais que l'alternative montrer ma blessure ne ferait que les faire rire plus fort, me ferait passer pour dramatique, sensible, déraisonnable. Dans cette maison, les émotions de Chloé étaient des joyaux précieux, soigneusement protégés, mais les miennes étaient traitées comme du désordre, quelque chose à balayer discrètement. Les gens continuaient d'entrer et de sortir de ma vision périphérique, serrant Chloé dans leurs bras, lui disant à quel point elle méritait tout le bien qui lui arrivait. Avenir brillant, fille spéciale, cette étincelle, ne cessait-il de dire. Personne ne m'a rien dit, sauf papa, qui a brièvement jeté un coup d'œil et a dit, « Tiens le gâteau droit,
Amélie. Tu mets des miettes par terre. Il n'a même pas regardé assez longtemps pour voir si je l'avais entendu. Pendant tout ce temps, la pièce semblait trop chaude, comme si l'air s'épaississait lentement. Mon cœur battait irrégulièrement dans ma poitrine. Ma gorge se serrait. J'ai repassé les moments précédents. La bannière que je croyais être pour moi, le cadeau qui était pour elle, le gâteau à moitié mangé, la carte, les rires, le direct, les commentaires. Une centaine de petites coupures, chacune plus sourde que la précédente. Chacune tranchant une autre couche de la partie de moi qui espérait encore quelque chose de différent. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas le direct ou les questions qui s'éteignaient en milieu de phrases ou la façon dont Chloé brillait pendant que je m'effaçais. Ce qui faisait le plus mal, c'était à quel point tout cela semblait normal à tout le monde. Si naturel, si attendu. Ils n'essayaient pas de m'humilier. Ils existaient simplement dans un monde où mes sentiments n'étaient pas pertinents. Et si personne ne pense être cruel, est-ce que ça rend les choses pires? Parce que la cruauté par ignorance blesse plus profondément que la cruauté intentionnelle. Au moins, la cruauté intentionnelle reconnaît votre existence. Je suis resté là, souriant de ce sourire fragile, serrant le triste petit gâteau pendant que la fête tourbillonnait autour de moi dans un mouvement vif et insouciant. Mes mains tremblaient, mais mon visage restait immobile comme un masque collé en place. Pour la première fois, une pensée m'a traversé l'esprit, douce mais indubitable. Tu ne fais pas partie de cette famille. Tu es juste là, au milieu. Et même si je ne le savais pas encore, ce moment moi dans cette pièce bondée, tenant les restes de la célébration de quelqu'un d'autre était le premier pas pour tout laisser derrière moi. Les rires se sont finalement estompés pour laisser place à des poches de conversation plus douces, celles qui surviennent après que le pic d'une fête est passé. Quelqu'un a baissé la musique. Quelqu'un d'autre a sorti de l'eau pétillante. Les gens se sont installés dans les coussins du canapé, confortables et repus, leur attention dérivant, mais toujours en orbite autour de Chloé. J'avais réussi à me glisser dans le coin près des escaliers, pensant que si je restais là assez longtemps, je pourrais me fondre dans le papier peint et monter à l'étage sans être vu. J'étais à mi-chemin quand j'ai entendu les voix de mes parents, calmes, basses, le genre de ton que les adultes utilisent pour discuter de projets d'avenir. Je n'essayais pas d'écouter aux portes. Les mots m'ont simplement flotté jusqu'aux oreilles, chaque syllabe aussi tranchante que du verre. Maman a soupiré doucement. Tu sais, elle va faire de grandes choses un jour, a-t-elle murmuré fièrement. Notre Chloé, elle a juste cette étincelle. Ce sera elle qui prendra soin de nous quand nous serons vieux. Papa a gloussé, le son chaud et certain. Oui, je veux dire, soyons honnêtes. C'est elle qui a la personnalité, la motivation. Elle ira loin. Nous n'aurons pas à nous inquiéter avec elle. Maman a fredonné en accord. Exactement. Ce sera elle qui maintiendra la famille unie. Pas comme Amélie. Cette fille, elle est trop calme, trop ordinaire. Gentille, mais tu sais. Il y a eu une pause, comme si elle cherchait un mot doux. Chloé s'intègre juste mieux dans le monde. Elle est notre espoir. Papa a ajouté, ce sera elle qui nous soutiendra un jour. On peut compter sur elle. Il parlait avec fierté. Une fierté chaude et éclatante, comme s'il bénissait l'avenir de Chloé. Mais chaque mot était une ombre jetée sur le mien. Ce n'était même pas ce qu'il disait. C'était ce qu'il ne disait pas. Il ne disait pas que je réussirais. Il ne disait pas que je ferais de grandes choses ou que je deviendrais quelqu'un de responsable ou quelqu'un en qui il croyait. Je n'étais pas du tout dans leur avenir, même pas comme une lointaine possibilité. Selon leur vision, Chloé n'était pas seulement leur préférée. Elle était leur seul enfant qui comptait. Je suis resté parfaitement immobile, les doigts serrant la rampe jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. C'était comme si l'air s'épaississait autour de moi, se transformant en béton. Les gens disent que le chagrin d'amour ressemble à un effondrement, une implosion soudaine. Mais ce que j'ai ressenti m'a plutôt figé. Un froid a rampé à travers mes côtes et s'est installé derrière mon sternum, lourd, immobile. J'avais toujours su que je n'étais pas leur premier choix, mais je n'avais jamais réalisé que je n'étais pas un choix du tout. Je me suis éclipsé avant que quiconque ne le remarque, montant les escaliers lentement comme si chaque marche était une décennie. Quand je suis arrivé dans ma chambre, j'ai fermé la porte doucement, appuyé mon front contre le bois et laissé échapper un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais. Ma chambre avait la même apparence que d'habitude, propre, simple, discrète, mais soudain, elle me semblait étrangère,
comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'existait pas. Les guirlandes lumineuses que j'avais accrochées il y a des années semblaient plus faibles. Les affiches sur les murs, quelques croquis, quelques citations que j'aimais autrefois me paraissaient puériles. Mon bureau était propre, à l'exception de mon vieux carnet de croquis et du petit bocal où je gardais l'argent que j'avais économisé, 47 € et quelques pièces. Je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai regardé mon sac à dos accroché à la chaise. Il était délavé, la fermeture éclair rigide, la sangle légèrement effilochée. Je l'avais porté pendant tant d'années qu'il me semblait être une extension de moi-même. Le voir maintenant était comme une reconnaissance, comme s'il me tirait doucement, me disant « il est temps ». En bas, le son étouffé des rires montait par l'escalier. La voix de Chloé était la plus forte, pétillante et claire. Un instant, je me suis demandé si elle pensait parfois à la longue ombre que sa luminosité projetait. Probablement pas. Elle vivait dans un monde où elle était le centre de gravité et où tout le monde tournait naturellement autour d'elle. Ce n'était même pas de sa faute. C'était simplement le rôle qu'on lui avait donné et celui dont on m'avait exclu. J'ai ouvert le tiroir à côté de mon lit et j'ai sorti le bocal d'économie. J'ai compté l'argent à nouveau, même si je le connaissais par cœur. 47,20 €. Puis j'ai cherché sous mon lit et j'ai sorti l'enveloppe où je gardais un autre billet d'urgence. Un billet de 20 € plié proprement. 52 € en tout. Ce n'était pas assez pour déménager. Ce n'était pas assez pour commencer une vie. Mais c'était assez pour partir. Assez pour prendre un bus pour la ville. Assez pour m'éloigner de cette maison, de cette chambre, de cette version de moi-même qui me semblait si douloureusement petite. Ma main tremblait en plaçant l'argent dans mon sac à dos. Mon souffle s'est coupé quand j'ai fermé la première poche. Chaque son, le zip, le clic, le froissement du tissu, me semblait trop fort, comme une déclaration que je n'étais pas prête à prononcer à voix haute. Mais j'ai continué. J'ai plié 2 t-shirts, un jean, un pull, des chaussettes, mon carnet de croquis, mon chargeur. Je mettais mes chaussures quand la porte a grincé en s'ouvrant. Maman se tenait là, les bras légèrement croisés, son expression douce mais dédaigneuse, une expression que je ne connaissais que trop bien. « Amélie, dit-elle, sans remarquer le sac à dos. Avant d'aller te coucher, ma chérie, peux-tu ranger la chambre de Chloé pour moi ?» Elle est épuisée par toute cette excitation. Sois une bonne sœur. C'était là, la phrase qui a tout scellé. Non pas parce qu'elle était dure, non pas parce qu'elle était déraisonnable, mais parce qu'elle révélait exactement ma place dans cette famille. Pas comme une fille, pas comme quelqu'un à célébrer, pas même comme quelqu'un dont l'anniversaire comptait, juste comme une aide, une ombre, une remplaçante pour la responsabilité, un personnage secondaire destiné à ranger après la star. J'ai dégluti difficilement. Je ne me souviens pas de l'expression qui a traversé mon visage, mais maman ne l'a pas remarqué. Elle n'a pas attendu ma réponse. Elle a simplement fermé la porte doucement et s'est éloignée en fredonnant. Et c'était tout. La goutte finale. Le moment où le vase a débordé. Je suis resté au centre de ma chambre, le cœur battant régulièrement, le souffle calme d'une manière étrange et concentrée. La décision était prise avant même que je ne la reconnaisse pleinement. J'ai glissé le sac à dos sur mon épaule, j'ai resserré mon sweat à capuche autour de moi et j'ai regardé la pièce une dernière fois. Pas avec tristesse, pas avec nostalgie, mais avec clarté. Cette maison n'avait pas de place pour moi. Alors je suis sorti discrètement, j'ai fermé la porte derrière moi et je me suis éloigné d'une vie qui ne m'avait jamais vraiment vu, déterminé à en trouver une qui le ferait enfin. J'ai quitté la maison sans un bruit. Pas de porte claquée, pas de mots criés, pas de sortie dramatique, juste des pas silencieux sur les escaliers recouverts de moquettes, un dernier regard vers le salon où les voix bourdonnaient encore faiblement, puis le clic doux de la porte d'entrée se refermant derrière moi. L'air nocturne était assez froid pour piquer l'intérieur de mon nez, mais il semblait plus pur que tout ce que j'avais respiré depuis des années. J'ai descendu l'allée avec mon sac à dos tirant sur mon épaule, chaque pas plus léger et plus lourd à la fois. L'arrêt de bus se trouvait à 5 rues de là, au coin où le lampadaire clignotait toujours. Je l'avais vu 1 millier de fois depuis la banquette arrière de notre voiture, mais m'y rendre seul dans le noir, c'était comme entrer dans un nouveau monde. Le trottoir brillait, humide sous le lampadaire, une lueur qui rendait tout doux et inconnu. Mes mains étaient froides, mon cœur battait à un rythme étrange et déterminé. Je ne me suis pas permis de trop réfléchir à ce que je faisais. Penser aurait tout gâché. Penser m'aurait fait faire demi-tour. Quand le bus est finalement arrivé,
un autocar à moitié vide et vrombissant, je suis monté à bord et j'ai tendu mes billets froissés au chauffeur. Il m'a regardé un instant de plus que nécessaire, se demandant probablement pourquoi une fille avec un sac à dos et les paupières gonflées achetait un billet à minuit. Mais il n'a pas posé de questions. Il a simplement hoché la tête et m'a fait signe d'aller vers l'arrière. Les sièges sentaient légèrement le vieux cuir et la poussière. Je me suis glissé dans l'un d'eux près de la fenêtre et j'ai regardé la ville rétrécir derrière moi alors que le bus s'éloignait. Les maisons familières se sont transformées en forme, puis entraînées de lumière, puis en rien. Je m'attendais à me sentir coupable ou effrayé, ou même excité. Mais au lieu de ça, je me sentais vide. Un vide engourdi et constant qui enveloppait mes côtes et tenait la panique à distance. Peut-être que c'était ça, la liberté au début, un sentiment de vide, d'incertitude, en attendant que le sens rattrape son retard. Le trajet a duré près d'1 heure. L'obscurité avalant tout à l'extérieur de la fenêtre, sauf une station-service occasionnelle ou un panneau publicitaire solitaire. Au moment où nous sommes arrivés à Lyon, les rues étaient silencieuses, éclairées par des enseignes au néon et une voiture qui passait de temps en temps. Je suis descendu du bus et j'ai été accueilli par un tourbillon de bruits inconnus, le faible bourdonnement du trafic, le vrombissement des balayeuses de rue, le cri lointain de quelqu'un que je ne pouvais pas voir. J'ai resserré ma prise sur mon sac à dos et j'ai marché jusqu'à ce que je trouve un banc de Parkville près d'une rangée d'arbres. Ce n'était pas grand-chose. Le bois était froid et légèrement humide, et l'accoudoir en métal me rentrait dans le côté, mais c'était un endroit pour s'asseoir, un endroit pour respirer. Je me suis recroquevillé sur le banc, utilisant mon sac à dos comme oreiller, tirant ma capuche sur ma tête pour emprisonner le peu de chaleur que je pouvais. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté le monde autour de moi. Un monde qui ne connaissait pas mon nom, qui ne se souciait pas de savoir qui était l'enfant préféré, qui ne me demandait pas de ranger la chambre de quelqu'un d'autre. Pour la première fois, le silence m'appartenait. J'ai dormi par intermittence, me réveillant toutes les quelques minutes lorsqu'une voiture passait ou qu'une rafale de vent me frôlait le visage. Mon corps était endolori par la raideur, et au lever du soleil, mes cheveux étaient rêches, mes yeux gonflés, mais je suis resté. Le lendemain a été un flou de déambulation dans des rues que je ne connaissais pas, devant des cafés que je ne pouvais pas me permettre, dans une bibliothèque municipale où je suis resté assise pendant des heures à faire semblant de lire pendant que mon téléphone se chargeait sur une prise murale. J'ai rationné la barre de céréales que j'avais emportée, la mangeant par petites bouchées comme si les tirer pouvait en quelque sorte étirer mon courage aussi. La deuxième nuit, je suis retourné sur le même banc de parc. Je ne savais pas où aller d'autre. Mes jambes étaient lourdes d'avoir marché. Mes vêtements sentaient légèrement l'air froid et les sièges de bus. J'ai dormi à nouveau, si on peut appeler ça dormir, plutôt comme dérivé dans et hors d'un brouillard. Le troisième jour, je me suis réveillé avec un plan. Trouver un travail. N'importe quel travail, quelque chose de rapide. J'avais encore mes 52 €. C'était assez pour un autre billet de bus pour rentrer si les choses devenaient désespérées, assez pour acheter de la nourriture, assez pour me maintenir à flot juste un peu plus longtemps. Mais le destin a une drôle de façon de réarranger les pièces juste au moment où vous pensez avoir un plan. J'étais assise sur un banc devant la gare routière, triant le reste de mon argent, 47 € en billets, 3 € en pièces, quand je l'ai senti. La faible pression d'un mouvement derrière moi. Un frôlement, un déplacement, une minuscule perturbation. Je me suis retourné juste à temps pour voir une main disparaître dans la foule, glissant mon portefeuille dans le manteau de quelqu'un d'autre. J'ai bondi sur mes pieds, le cœur battant, mais la foule engloutissait déjà la personne comme une vague avalant une pierre. Et, ai-je crié. C'est sorti d'une voix rauque, désespérée. Personne ne s'est retourné. Les gens continuaient de bouger, occupés par leur propre vie, leurs propres urgences, leurs propres besoins. Je me suis rassise sur le banc, le souffle tremblant. Mon portefeuille avait disparu, mon argent avait disparu. Les 47 €, les pièces, tout avait disparu. Le petit filet de sécurité auquel je m'étais accroché comme à une bouée de sauvetage avait été arraché en l'espace de 5 secondes. Pour la première fois depuis que j'avais quitté la maison, la panique m'a griffé la gorge. J'ai pressé mes paumes contre mes yeux jusqu'à ce que des étincelles éclatent derrière mes paupières. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, pensais-je. Comment suis-je censé survivre? Peut-être que je devrais rentrer. Peut-être qu'il me laisserait revenir à la maison si je m'excusais ou si je prétendais que tout n'était qu'un malentendu. L'humiliation de cette pensée brûlait plus fort que le vent froid autour de moi. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là, rigide, fixant mes mains vides.
Assez longtemps pour que la ville passe de l'heure de pointe du matin au bourdonnement de fin d'après-midi. Assez longtemps pour que mon corps s'engourdisse. C'est alors que j'ai entendu des pas approcher, lents et réguliers. J'ai levé les yeux, m'attendant à un étranger qui passait, mais j'ai vu à la place une femme poussant un chariot rempli de produits de nettoyage, une agente d'entretien de la ville en uniforme vert, les cheveux tirés en un chignon. Elle s'est arrêtée devant moi. Son visage était ridé, fatigué d'une manière qui parlait d'années de matin précoce et de nuit tardive. Elle tenait un petit sac en papier brun. « Tu as l'air d'avoir faim », dit-elle simplement, sa voix gentille mais ferme, du genre qui ne demandait pas d'explication. Elle a tendu le sac. À l'intérieur, il y avait un sandwich. « Tiens, mange. » Je l'ai regardé, puis je l'ai regardé. Je ne peux pas payer, ai-je murmuré, l'humiliation me brûlant sous la peau. Elle a secoué la tête. Je n'ai pas demandé d'argent. Comme je ne le prenais pas, elle a posé le sac à côté de moi sur le banc, puis a étudié mon visage avec une douceur à laquelle je n'étais pas préparé. « Tu as de la famille par ici, mon enfant ?» La question m'a anéanti, non pas à cause de ce qu'elle a demandé, mais à cause de la douceur dans sa voix, une douceur que je n'avais pas entendue diriger vers moi depuis des années. Ma gorge s'est nouée, ma poitrine s'est effondrée, et avant que je ne m'en rende compte, les larmes sont venues, silencieuses d'abord, puis incontrôlables, tremblantes, brutes. Je n'avais pas pleuré depuis des années. J'avais oublié ce que ça faisait. Je me suis couvert le visage avec mes deux mains, les épaules secouées, les sanglots coincés entre des halètements. La femme n'a pas bougé. Elle n'a pas bronché. Elle est juste restée là tranquillement, me laissant m'effondrer au seul endroit où je me sentais assez en sécurité pour le faire. C'était la première fois que je réalisais à quel point j'avais tout gardé en moi. La première fois que je comprenais ce que signifiait être seul. Et la première fois que quelqu'un n'importe qui me demandait si j'avais une famille. J'aurais aimé ne pas avoir à réfléchir à la réponse. Le petit geste de gentillesse de l'agente d'entretien est resté avec moi longtemps après qu'elle a poussé son chariot le long du trottoir et a disparu dans la foule mouvante. J'ai mangé le sandwich lentement, chaque bouchée manquant juste assez pour arrêter le tremblement de mes mains. Je ne savais pas à quoi ressemblerait demain. Je savais à peine à quoi ressemblerait l'heure suivante. Mais je savais une chose. Je ne retournais pas en arrière. Pas encore. Pas après tout ça. Si être invisible avait défini ma vie à la maison, alors être seul, vraiment seul, était au moins honnête. C'était à moi. En fin d'après-midi, l'air froid s'était installé plus profondément dans mes os et la batterie de mon téléphone était tombée à 9%. J'avais besoin de chaleur. J'avais besoin d'un endroit pour m'asseoir plus de 5 minutes. J'avais besoin de Wi-Fi. La bibliothèque municipale était à 6 rues de là, selon un plan délavé affiché près de l'arrêt de bus. J'ai marché, mon sac à dos pesant sur ma colonne vertébrale, chaque pas raide mais déterminé. Quand je suis arrivé à la bibliothèque, les portes en verre se sont ouvertes avec un doux whoosh, libérant une vague bénie d'air chaud et filtré. Le bâtiment sentait le vieux papier et le nettoyant pour moquette, réconfortant d'une manière qui m'a de nouveau serré la gorge. Je me suis forcé à respirer régulièrement et je suis entré. Des rangées de hautes étagères s'étendaient à travers le rez-de-chaussée comme des gardiens silencieux. Des gens tapaient sur des ordinateurs portables, lisaient des journaux, chuchotaient à des enfants. Personne ne m'a regardé assez longtemps pour poser des questions. Personne n'a demandé pourquoi mon sac à dos était plein ou pourquoi mes vêtements avaient l'air d'avoir servi pour dormir. Je n'étais pas invisible ici. J'étais anonyme. C'était une différence petite mais puissante. J'ai trouvé une prise près du mur, je me suis assise sur la moquette, j'ai branché mon téléphone et j'ai ouvert le navigateur dès qu'il est revenu à la vie. Offre d'emploi. C'était la première étape. J'ai tapé tous les mots-clés auxquels je pouvais penser. Café, caissière, magasinier, assistante, temps partiel, travail de nuit, travail le week-end. J'ai rempli des candidatures pour des cafés qui avaient besoin de baristas, des supermarchés cherchant des emballeurs, des librairies embauchant du personnel saisonnier. J'ai écrit des lettres de motivation qui prétendaient une confiance que je n'avais pas. J'ai indiqué le lycée dont je n'étais techniquement pas encore diplômé. J'ai vérifié mon adresse email encore et encore, attendant quelque chose, n'importe quoi. Le soir, les lumières de la bibliothèque se sont adoucies et une annonce discrète a rappelé aux usagers que la fermeture était dans 15 minutes. J'ai rangé mes affaires lentement, faisant durer le moment avant de retourner dans le froid. J'ai erré dans les rues pendant 1 heure, frissonnant,
mon souffle visible dans l'air. J'ai passé la nuit derrière un bouquet de buissons dans un petit parc, utilisant mon sac à dos comme oreiller et ma veste comme couverture. Le sol était impitoyable, l'obscurité plus épaisse. Chaque bruissement de feuilles faisait bondir mon cœur dans ma gorge. Mais j'ai survécu. C'est devenu mon mantra. J'ai survécu aujourd'hui. Je survivrai demain aussi. Le lendemain matin, je suis retourné à la bibliothèque dès l'ouverture des portes. J'ai de nouveau vérifié mes emails. Rien. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai postulé à d'autres emplois, dans des boutiques, des supérettes, des boulangeries. Je suis entré dans quelques endroits en personne, demandant timidement s'ils embauchaient. La plupart des gérants avaient l'air désolés. Certains semblaient impatients. Un propriétaire de café a à peine levé les yeux avant de secouer la tête. À midi, le découragement pesait sur mes pas. Puis je l'ai vu. Un petit fleuriste niché entre une laverie et une friperie. Fleurs et branchages étaient peints sur la vitrine en lettres vertes bouclées, entourées de cadres de fleurs séchées pressées. La table d'exposition à l'intérieur présentait des bouquets de roses pâles, des tiges d'eucalyptus et des fleurs sauvages dans des bocaux dépareillés. Une lumière jaune et chaude se déversait par les fenêtres, donnant à l'endroit une sensation de sécurité, comme un monde niché dans un monde. J'ai hésité un instant avant d'entrer. Une petite cloche a tinté au-dessus de ma tête et un homme plus âgé est sorti de derrière le comptoir. Il avait les cheveux gris, un tablier bien usé et des lunettes qui reposaient bas sur son nez. Il a levé les yeux vers moi, pas à travers moi, pas à côté de moi, mais sur moi. « Je peux vous aider ?» a-t-il demandé. J'ai dégluti, les mains se tordant nerveusement. Je me demandais si vous embauchiez, même juste pour le nettoyage ou la mise en rayon ou n'importe quoi. Je peux travailler dur. J'apprends vite. Il a levé une main doucement, arrêtant mon flot de paroles. Comment tu t'appelles, gamine? Amélie, ai-je dit, me préparant à la déception. Il m'a étudié une seconde, non pas avec méfiance, mais avec une sorte de curiosité réfléchie. Je peux te proposer un essai, a-t-il dit enfin. Une journée. Tu nettoieras, tu prépareras des fleurs, peut-être que tu aideras avec des compositions simples. Si tu te débrouilles bien, on verra. Mon souffle s'est coupé dans ma poitrine. J'avais presque du mal à y croire. Je ne vous décevrai pas, ai-je réussi à dire. Ne t'inquiète pas de me décevoir. Fais juste de ton mieux, a-t-il répondu en se dirigeant vers l'arrière-boutique. Viens, je vais te montrer les bases. Et appelle-moi Monsieur Leclerc. Les heures suivantes ont été comme entrer dans une autre vie. Monsieur Leclerc m'a montré comment enlever les feuilles des tiges, comment couper les fleurs en biais, comment mélanger la nourriture pour plantes dans des seaux d'eau fraîche. J'ai balayé les sols, lavé les vitrines jusqu'à ce qu'elles brillent, essuyé le comptoir où les clients venaient chercher leur composition. Mes bras étaient endoloris et mes doigts piquaient à cause de l'eau froide, mais je me sentais stable, présente, utile d'une manière qui n'était pas liée aux attentes de quelqu'un d'autre. Quand la boutique a fermé, Monsieur Leclerc m'a tendu une petite enveloppe. Tapez pour aujourd'hui, a-t-il dit. À l'intérieur, il y avait 25 €. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était comme le premier argent honnête que j'avais jamais gagné, strictement pour moi. Reviens demain à 8 h si tu veux continuer. J'ai hoché la tête si vite que j'ai dû avoir l'air ridicule. Oui, je serai là. Mais quand il a éteint les lumières et verrouillé la porte derrière nous, je ne suis pas parti. Pas loin en tout cas. Mes jambes étaient trop fatiguées pour errer à nouveau dans les rues. De l'autre côté de la boutique, une ruelle sombre abritait une porte de service étroite à la peinture écaillée. J'ai essayé la poignée. Verrouillée. Une petite fenêtre d'un local technique était légèrement entr'ouverte. Je me suis glissé à travers, désespéré de trouver un abri. La pièce était sombre, encombrée de vieux vases et de seaux à serpillière. Mais elle avait un sol, des murs et un coin où je pouvais me recroqueviller, à l'abri du vent. J'ai dormi cette nuit-là, et la suivante, et la suivante. Monsieur Leclerc ne l'a jamais su. Chaque matin, je me lavais dans les toilettes de la boutique avant son arrivée, en faisant attention de ne laisser aucune trace. Et chaque jour, je travaillais silencieusement, diligemment, arrangeant des bouquets, balayant les pétales du sol, apprenant le langage des fleurs, comment les lys signifient la pureté, les œillets la résilience, les tournesols la force. Mes mains sont devenues plus stables, ma poitrine plus légère. Et dans ce local technique chaque nuit, quand le monde extérieur semblait trop lourd à porter,
j'ouvrais mon carnet et j'écrivais une seule ligne, encore et encore, comme une prière se transformant en vérité. Ici, je ne suis pas invisible. La boutique n'était pas un foyer. Le local technique n'était pas sûr. La ville n'était pas douce. Mais pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'être à un endroit où mon existence n'était pas un inconvénient, où mes efforts comptaient, où quelqu'un me voyait non pas comme un accessoire à la brillance d'une autre personne, mais comme quelqu'un capable de sa propre petite lumière. Et cette minuscule étincelle suffisait à me faire continuer. Au début de ma 4e semaine chez le fleuriste, ma vie avait trouvé un rythme, fragile, imparfait, mais le mien. Les matins commençaient avec l'odeur des tiges humides et des pétales froids. Les après-midi avec le doux bourdonnement des clients entrants et sortants. Les soirées avec le crépitement doux de mon vieux carnet sous la faible lumière du débarras. J'étais épuisé la plupart du temps, mais c'était le genre d'épuisement qui avait un sens, celui né de l'effort plutôt que des meurtrissures émotionnelles. Et chaque soir, avant de me blottir sous la fine couverture que j'avais chapardée dans un bac de dons, je relisais la ligne que j'avais écrite le tout premier jour. Ici, je ne suis pas invisible. C'est devenu mon encre silencieuse. Mais le monde a une façon de tester les encres. Et la mienne s'est brisée au moment où j'ai ouvert mes emails ce mercredi soir. J'étais assise sur une caisse renversée dans le local technique, le téléphone branché à une prise murale qui faisait des étincelles si on la touchait de la mauvaise façon. Mes doigts étaient raides d'avoir taillé des tiges d'eucalyptus toute la journée. J'ai ouvert ma boîte de réception, m'attendant aux habituels rejets d'emploi automatisés ou au spam promotionnel. Au lieu de cela, l'objet du message qui me fixait a fait bondir mon pouls. Important, demande de statut de candidature à la bourse. Mon cœur s'est arrêté. J'ai cliqué. Le message se déroulait avec une formalité douloureusement polie. Chère Amélie, nous avons reçu une demande de vos parents pour retirer votre candidature à la bourse en raison d'une instabilité familiale et de préoccupations concernant votre capacité à assumer des engagements académiques. Veuillez confirmer si cette demande a été autorisée par vous. Si nous ne recevons pas de clarification dans les 48 heures, nous procéderons en conséquence. Pendant un instant, je ne pouvais que fixer l'écran. La pièce a légèrement basculé, le sol en béton froid semblant glisser sous moi. J'ai cligné des yeux fortement, une fois, 2 fois, comme si les mots pouvaient se réarranger en quelque chose de moins cruel, de moins délibéré. Mais non, ils sont restés exactement les mêmes. Ils avaient demandé à l'école de retirer ma bourse, ma candidature, mon avenir. Non pas parce qu'ils s'inquiétaient, non pas parce qu'ils essayaient de me protéger, mais parce qu'ils ne voulaient pas que je parte. Ou pire, ils ne voulaient pas que je m'élève plus haut que la fille qu'ils appréciaient vraiment. Une prise de conscience lente et froide s'est répandue dans mes côtes. Ils ne m'ignoraient pas seulement. Ils ne m'oubliaient pas seulement. Ils ne célébraient pas seulement quelqu'un d'autre le jour de mon anniversaire. Ils essayaient activement de m'empêcher de devenir quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Ma gorge s'est nouée comme si on y avait passé un fil de fer et qu'on l'avait tiré. J'ai pensé à la douce condescendance de ma mère, au mépris silencieux de mon père, à la carte qui disait « Sois plus comme elle ». J'ai pensé à Chloé recevant un iPhone valant plus que tout ce que je possédais. Et soudain, tout s'est assemblé avec une logique écœurante et parfaite. Ils ne s'attendaient jamais à ce que je réussisse. Ils ne voulaient jamais que je réussisse. Ils me voulaient exactement là où j'avais toujours été, à portée de main, entre 2 corvées, silencieuses, pratiques, oubliables. Respirant de manière saccadée, j'ai essuyé mes yeux avec la manche de mon sweat, forçant mes mains à se stabiliser suffisamment pour composer le numéro de l'école. Il a sonné 2 fois avant que quelqu'un ne réponde, une femme à la voix chaude et mesurée. Bureau des admissions, Dr Fournier à l'appareil. Bonjour, ai-je balbutié, me levant instinctivement même si elle ne pouvait pas me voir. Je m'appelle Amélie. J'ai reçu un email indiquant que mes parents ont demandé à retirer ma candidature à la bourse. Je n'ai pas autorisé ça. Il n'était pas censé y avoir accès. Il y a eu une pause polie, un bruit de papier, des touches de clavier. Merci d'avoir appelé, Amélie, a dit Dr Fournier doucement. Je regarde votre dossier maintenant. La demande provient d'une adresse email qui correspond au dossier de vos parents, mais il n'y a eu aucune vérification de votre compte personnel. Donc, pour confirmer, ce n'était pas votre souhait? Non, ai-je dit fermement, me surprenant de la force dans ma voix. Je ne vis pas avec eux. J'ai quitté la maison. La situation n'était ni sûre ni encourageante.
Je ne leur ai rien demandé en mon nom. Je ne voulais pas qu'ils soient impliqués. Une autre pause, plus douce cette fois. Amélie, je suis désolée, a-t-elle dit. La candidature d'aucun étudiant ne devrait dépendre du contrôle de quiconque d'autre que le sien. Je vais verrouiller votre compte afin que seul votre email vérifié puisse demander des modifications. Toutes les notifications vous parviendront directement et je vais restaurer votre candidature à la bourse. Mais êtes-vous en sécurité? Avez-vous du soutien? Ma gorge s'est de nouveau nouée, mais pour une raison différente cette fois. Quelqu'un me demandait si j'étais en sécurité. Pas par obligation, pas par jugement. Pas pour l'utiliser contre moi, juste une préoccupation humaine. Oui, ai-je murmuré. Je suis en train de m'en sortir. Si jamais vous avez besoin de documents pour séparer vos dossiers scolaires de leur accès, a-t-elle ajouté. Nous pouvons aussi vous aider avec ça. Quelque chose de chaud, presque comme de l'espoir, a brûlé derrière mes côtes. Merci, ai-je dit. Merci beaucoup. Après la fin de l'appel, je suis resté dans le petit local technique, le téléphone serré contre ma poitrine, essayant de calmer la tempête en moi. Les battements de mon cœur résonnaient dans mes oreilles, un martèlement régulier entre la rage et le soulagement. Pendant un long moment, je n'ai rien dit, je n'ai rien pensé. J'ai simplement existé dans la vérité silencieuse que ma famille avait franchi une ligne que je ne savais pas exister. Ils ne m'ont pas seulement abandonné émotionnellement. Ils essayaient d'effacer mon avenir. Un bruit étouffé de l'extérieur a traversé la fine porte. Monsieur Leclerc fredonnant faux en balayant les pétales du sol de la boutique. Le parfum des lys flottait faiblement dans l'air, doux et amer. Je me suis de nouveau assise sur la caisse, les genoux tremblants. Pendant tout ce temps, j'avais pensé que leur favoritisme était une sorte de cécité, qu'ils étaient tellement concentrés sur la lumière de Chloé qu'ils ne me voyaient pas m'effacer en arrière-plan. Mais la vérité était plus froide, plus tranchante, plus délibérée. Ils me voyaient. Ils ne voulaient juste pas que j'aille quelque part qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Dans la faible lueur de l'écran de mon téléphone, j'ai ouvert mon carnet avec des doigts raides et j'ai ajouté une deuxième ligne sous mon mantra original. Le crayon tremblait, mais les lettres étaient fermes. Ma famille ne me négligeait pas. Elle me contenait. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de cette vérité. J'en avais fini d'être contenu. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai travaillé avec une intensité dont je ne savais pas mon corps capable. Peut-être que c'était l'adrénaline, peut-être la peur, peut-être l'espoir fragile qu'avec ma candidature à la bourse restaurée, la vie pourrait avancer vers quelque chose de mieux. Je ne me suis pas permis d'imaginer un avenir, pas complètement, mais je me suis permis d'imaginer une prochaine étape. Un petit pas. Et pourtant, chaque nuit, après que Monsieur Leclerc ait fermé la boutique et soit parti, je retournais dans le local technique, me blottissais dans ma fine couverture et essayais de dormir malgré le froid qui s'infiltrait dans mes os. Mais les choses cachées ne le restent pas éternellement. C'était un jeudi matin, calme, nuageux, le genre de jour où le monde semble à moitié endormi, quand tout a changé. Je m'étais réveillé avant le lever du soleil, m'étais glissé hors du débarras et m'étais lavé le visage dans le lavabo des toilettes, essayant d'avoir l'air aussi normal que possible pour quelqu'un qui dormait sur un sol en béton. Quand je suis retourné dans la boutique, balai à la main, je me suis figé. Monsieur Leclerc se tenait dans l'embrasure de la porte du débarras. La porte était grande ouverte. Ma couverture gisait froissée dans le coin. Mon sac à dos, à moitié ouvert, à côté d'une caisse. Il m'a regardé, puis l'espace, puis de nouveau moi. Mon estomac est tombé au fond de mes entrailles. Je peux expliquer, ai-je commencé, ma voix tenant à peine. Je ne voulais pas. J'avais juste besoin d'un endroit. Juste pour quelques nuits. Il n'a pas crié. Il ne m'a pas grondé. Il est simplement entré dans la pièce, a ramassé ma couverture et l'a pliée soigneusement. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Et le silence m'a terrifié plus que n'importe quel cri n'aurait pu le faire. Il a posé la couverture pliée sur la caisse, puis s'est retourné vers moi avec une expression que je ne pouvais pas lire. En partie fatigué, en partie triste, en partie quelque chose de plus doux que l'un ou l'autre. Depuis combien de temps, a-t-il demandé doucement. J'ai dégluti. 3 semaines? Il a pincé les lèvres, hochant lentement la tête comme si une pièce de puzzle venait de s'emboîter. Pas étonnant que tu sois là avant moi tous les matins, a-t-il murmuré. Pas étonnant que tu aies l'air épuisé. Il s'est frotté la mâchoire. Gamine, pourquoi n'as-tu rien dit?
La honte m'a frappé d'un seul coup, une vague chaude montant dans ma gorge. Je pensais que vous me vireriez, ai-je chuchoté. Ou que vous appelleriez la police. Ou. Je ne sais pas. Je ne voulais pas perdre la seule bonne chose que j'ai. Il m'a regardé, puis m'a vraiment regardé. Ses yeux se sont adoucis, se plissant au coin d'une manière qui le faisait paraître plus âgé mais aussi, d'une certaine façon, plus gentil. Amélie, a-t-il dit, je ne vais pas te mettre dehors et je ne vais pas te virer. J'ai été là où tu es. Mon souffle s'est coupé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il s'est appuyé contre le comptoir, les bras légèrement croisés, le regard lointain comme s'il remontait des décennies en arrière. Quand j'avais 17 ans, j'ai dormi derrière la benne à ordures d'une boulangerie pendant presque 1 an, a-t-il dit. On m'avait mis à la porte. Pas de soutien, pas d'endroit où aller. Je connais ce sentiment, le froid, la peur, le fait de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Je le connais si bien. Je le sens encore dans mes os. Il a soupiré. Alors non, gamine. Je ne vais pas te tourner le dos. Je suis resté figé, essayant de digérer la douceur soudaine et inattendue de sa voix. Il s'est redressé. Allez, prends tes affaires. Mon cœur a sombré. Vous me demandez de partir? Non, a-t-il dit en secouant la tête. Je te donne une chambre. Une vraie. À l'étage. À l'étage. J'ai cligné des yeux, le suivant d'un air hébété alors qu'il me conduisait dans le couloir du fond, déverrouillait un escalier étroit et me faisait signe de monter. En haut des escaliers se trouvait un petit appartement mansardé. Rien de luxueux, juste une seule pièce avec un lit, un bureau, une minuscule salle de bain et une fenêtre donnant sur la rue. Les draps étaient dépareillés. La peinture sur les murs était écaillée. Mais il faisait chaud. Il y avait une porte qui se fermait à clé. Il y avait un endroit pour poser mon sac à dos. C'était à moi. Tout l'air que j'avais retenu dans ma poitrine s'est libéré d'un coup. Ma vision s'est brouillée. Je me suis couvert la bouche avec mes mains, essayant de ne pas pleurer, mais les larmes ont quand même coulé, fortes, tremblantes, irrépressibles. Monsieur Leclerc s'est discrètement écarté, me laissant tout absorber. Cet endroit est vide depuis quelques années, a-t-il dit doucement. Je le destinais au stockage, mais il servira mieux de maison. J'ai essuyé mes yeux avec le dos de ma manche, la voix brisée. Pourquoi faites-vous ça pour moi? Il a haussé un peu les épaules. Parce que quelqu'un l'a fait pour moi un jour, et parce qu'aucun gamin ne mérite de se battre seul contre le monde entier. C'est ce jour-là que tout a changé. Pas instantanément, pas magiquement, mais de manière significative. Avec une adresse, une vraie adresse, j'ai demandé un compte en banque. Le processus était lent, déroutant, inconnu, mais la femme à la banque m'a guidé patiemment. Je suis reparti avec une petite carte de débit en plastique et un sentiment de possession que je n'avais jamais eu auparavant. Mon salaire y était désormais versé. Mon argent futur, mes décisions futures. Avec cette même adresse, j'ai mis à jour ma candidature à la bourse, déclarant officiellement un statut financier indépendant. L'école m'a répondu par email en demandant des documents justificatifs. J'ai fourni tout ce que j'avais, une déclaration signée, des captures d'écran de la tentative de retrait de mes parents, une confirmation du docteur Fournier. L'école m'a assuré qu'elle examinerait mon cas. Les jours ont passé. Je travaillais. Je dormais dans un vrai lit pour la première fois depuis des semaines. Je prenais des douches chaudes au lieu de me laver au lavabo de la boutique. J'ai acheté une deuxième paire de chaussures avec mon salaire. J'ai appris à arranger les lys, les hortensias et les pivoines. J'ai appris que les clients achètent toujours des fleurs pour les mêmes raisons, l'amour, les excuses, la perte, les commencements. J'ai appris que je préférais les commencements. Puis un soir, à la fermeture, mon téléphone a vibré. L'objet du mail disait « Félicitations, Amélie ». Mon cœur a bondi si haut que ça m'a presque fait mal. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'email. Nous avons le plaisir de vous informer que vous avez reçu la bourse au mérite complète pour la promotion de design du printemps. Cette bourse couvre la totalité des frais de scolarité, le matériel, une aide au logement et une allocation de vie mensuelle. J'ai relu les mots une fois, 2 fois, une 3e fois jusqu'à ce qu'ils cessent d'être flous. Bourse complète, matériel, aide au logement, allocation, un avenir. Un sanglot m'a échappé. Pas un sanglot triste, mais quelque chose d'épais de soulagement,
d'incrédulité et d'une joie si peu familière qu'elle m'a presque effrayé. Monsieur Leclerc s'est tourné après avoir fermé la caisse, les sourcils levés. « Une bonne nouvelle ?» a-t-il demandé. J'ai réussi à rire à travers les larmes. Je l'ai eu. La bourse, la complète. Il a souri, lentement et fièrement. Je te l'avais dit, a-t-il dit. Tu es plus brillante que tu ne le penses, gamine. J'ai pressé le téléphone contre ma poitrine, la chaleur de l'écran manquant. Pour la première fois de ma vie, mon chemin n'était pas dicté par les attentes ou les limites de quelqu'un d'autre. Pour la première fois, j'avais mon propre tremplin, mon propre élan, ma propre vie. Quand je suis remonté ce soir-là et que j'ai ouvert mon carnet, j'ai écrit une nouvelle ligne sous les autres. Je deviens quelqu'un qu'ils ne peuvent plus contenir. Et pour la première fois, les mots ne ressemblaient pas à un souhait. Ils ressemblaient à la vérité. Pendant toute la semaine qui a suivi la réception de l'email de la bourse, j'ai marché différemment. Pas de manière spectaculaire, juste plus légère, plus stable, comme si le sol me reconnaissait enfin. Monsieur Leclerc l'a remarqué le premier. « Gamine, tu as une lueur », a-t-il taquiné en taillant des roses. « Tu dors enfin assez, peut-être. » Ou peut-être que le fait de savoir que je n'étais plus piégé rendait chaque inspiration moins une question de survie et plus une question de vie. Mon petit loft au-dessus du fleuriste ressemblait à un sanctuaire. Mon compte en banque avait plus de 0 €. Mes documents de bourse étaient officiellement en cours de traitement. Pour la première fois, mon avenir m'appartenait. Puis, un mardi matin pluvieux, tout a basculé. Je venais de finir de passer la serpillière dans la boutique quand mon téléphone a vibré avec une notification, message vocal de maman. Je me suis figé. Ma poitrine s'est serrée. J'ai fixé l'écran sans appuyer sur lecture, mon pouce planant au-dessus du petit triangle. Il m'a fallu presque une minute entière avant que je me force à écouter. Sa voix est sortie du haut-parleur, cassée, haletante, suintant d'une émotion feinte. « Amélie, ma chérie, s'il te plaît, rentre à la maison. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu nous manques. Je suis tellement désolé. » D'accord. Je ne voulais pas que les choses se passent comme ça. Ta sœur a le cœur brisé. Ton père, il n'a pas dormi. S'il te plaît, nous avons juste besoin que tu reviennes. Laisse-nous arranger ça. Elle a sangloté doucement à la fin. De la même manière délicate et fragile qu'elle pleurait quand elle voulait que les gens la protègent. Le genre de pleurs qu'elle utilisait chaque fois que des parents venaient en visite ou quand elle publiait des moments de maman relatables en ligne. J'avais l'habitude de tomber dans le panneau à chaque fois. Mais en l'écoutant maintenant, à des kilomètres de distance, dans le sanctuaire que je m'étais construit, je ne ressentais que de la distance. Une distance large, froide, impossible. Pourtant, une petite partie de moi se demandait, est-ce que quelque chose de tout ça était réel? Est-ce que je leur manquais? Est-ce qu'ils s'en souciaient, même un peu? Étais-je injuste de ne pas rappeler? Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas supprimé non plus. J'ai simplement glissé le téléphone dans ma poche et j'ai continué à essuyer la rosée des vitrines de la boutique. Mais ce message vocal m'a collé à la peau comme un brouillard toute la journée. Ce soir-là, après la fermeture de la boutique, je suis monté dans mon loft, je me suis préparé une tasse de soupe instantanée bon marché et je me suis assise sur le lit, faisant défiler les horaires de travail et les nouveaux documents de bourse, quand mon téléphone a de nouveau vibré, cette fois avec un message de quelqu'un dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Tante Mélanie, la cousine de ma mère, la discrète de la famille, celle qui ne parlait jamais dans les disputes, mais qui observait tout avec des yeux vifs et évaluateurs. Même enfant, j'avais senti qu'elle remarquait des choses que les autres adultes ignoraient. Mais elle s'impliquait rarement dans les drames familiaux, ce qui rendait le message encore plus étrange. Son texto était court. Regarde tes emails. Ne montre ça à personne. Une sensation froide et piquante a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai immédiatement ouvert ma boîte de réception. Il était là. Un email d'elle sans objet, juste une pièce jointe. Réunion de famille. Mon pouce est accéléré. J'ai tapé sur le fichier. La vidéo s'est chargée. La première chose que j'ai vue était le salon de mes grands-parents, le canapé à fleurs familier, la table basse en verre, les photos de famille encadrées sur le mur. Mes parents étaient assis d'un côté, Chloé perchée confortablement entre eux, téléphone à la main, un anneau lumineux installé dans le coin. Quelques tantes et oncles étaient assis autour, des tasses de thé à la main,
les visages empreints d'une préoccupation fabriquée. L'angle de la caméra était tremblant, clairement caché. Probablement le téléphone de tante Mélanie. Ma mère a parlé la première. D'accord, a-t-elle dit en tapant une fois dans ses mains. Nous devons coordonner cela avec soin. Si nous allons parler de la situation d'Amélie en ligne, ça doit paraître sincère. Elle a lissé ses cheveux, vérifiant son reflet dans son téléphone. Ça pourrait même aider l'engagement de Chloé. Les gens adorent les histoires de famille émouvantes. Mon estomac s'est noué. Mon père a hoché la tête, se penchant en avant. Nous dirons quelque chose comme « Notre fils est enfui à cause d'un malentendu, mais l'amour familial l'a ramené ». Ça nous donnera l'air compatissant, et si nous le présentons comme un parcours de santé mentale, les gens seront solidaires. Chloé a gloussé. Je peux intituler ça quelque chose comme « Ma sœur a quitté la maison, mais voici comment nous l'avons aidée à guérir ». Les gens adorent ça. Oh, et on pourra filmer une vidéo de réaction une fois qu'elle sera revenue. Exactement, a dit maman, souriant fièrement. Une fois qu'elle reviendra, on pourra filmer une séquence de réconciliation. Peut-être même l'emmener bruncher, prendre quelques photos. TikTok adore ça. Mon père a ajouté, il faut juste la faire rentrer d'abord. Elle ne peut pas rester où qu'elle soit. Quand elle reviendra, on pourra tout lui expliquer. La pièce a murmuré son accord. Des hochements de tête, des doux, le soupir occasionnel à propos de la pauvre Amélie qui ne comprenait pas comment les familles fonctionnent. Personne n'a remis en question la manipulation. Personne ne se souciait de la vérité. Personne ne se demandait comment je survivais. Puis la voix de tante Mélanie, toujours hors champ, est intervenue. Et si elle ne revient pas? Ma mère a haussé les épaules. Alors on gérera ça avec une vidéo, on a essayé. Quelque chose de sincère. Les gens compatiront. Elle a de nouveau souri, comme si elle pensait au nombre de followers, pas au bien-être de sa fille. De toute façon, ça augmentera la visibilité. Mon souffle s'est violemment coupé dans ma poitrine. Ma vie, ma douleur, n'était que du contenu pour eux. Pas une blessure, pas une erreur, pas une leçon. Un scénario, une opportunité marketing, un outil. Chloé s'est soudainement redressée. Oh, et peut-être inclure qu'elle est partie parce qu'elle pensait qu'on avait oublié son anniversaire. Ça a l'air dramatique, mais aussi un peu mignon, comme un drame entre sœurs. Tout le monde a gloussé. Tout le monde. Je n'ai pas réalisé que je serrais le téléphone si fort jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. Ma vision s'est brouillée, en partie à cause de la rage, en partie à cause d'une dévastation si vive qu'elle m'a tranché net. Il n'était pas désolé. Il n'était pas inquiet. Il n'avait pas le cœur brisé. Il voulait juste que je revienne pour pouvoir m'utiliser. M'emballer. Me monter en une narration touchante. Vendre mon traumatisme comme un divertissement. Je n'ai pas pleuré cette fois. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas eu l'impression de m'effondrer. Au lieu de cela, quelque chose en moi s'est cristallisé, froid, clair, tranchant. Un son s'est échappé de mes lèvres, un rire, mais pas le genre d'amusement. Pas le genre de joie. C'était petit, haletant, presque sans poids, un rire de réalisation, un rire d'incrédulité, un rire de quelqu'un qui a été blessé si profondément que la douleur finit par brûler net. C'était la première fois que je riais depuis des semaines, et c'était le son le plus froid que j'ai jamais fait. J'ai regardé la vidéo une fois de plus, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais ressentir chaque vérité qu'elle révélait, chaque trahison prononcée à voix haute, chaque soupir artificiel, chaque stratégie, chaque sourire en coin. Quand la vidéo s'est terminée, j'ai envoyé un texto à tante Mélanie. Merci. Je sais maintenant. Elle a répondu en quelques secondes. Bien. Protège-toi. Ils n'arrêteront pas, j'ai posé mon téléphone et j'ai regardé le loft faiblement éclairé. Mon petit lit, mes vêtements pliés, mon carnet avec sa liste croissante de vérités, ma carte bancaire, ma confirmation de bourse. Rien de tout cela n'existerait si j'étais resté. Rien de moi n'existerait si j'étais resté. Je ne retournais pas en arrière. Pas maintenant. Jamais. Et cette fois, je ne survivais pas seulement. Je me préparais. Pour le reste de cette nuit, je n'ai pas dormi, non pas parce que j'avais peur, la peur s'était éteinte il y a longtemps, mais parce que quelque chose en moi avait enfin basculé dans la clarté. Le genre de clarté qui n'avait pas besoin de vengeance dans sa forme la plus bruyante.
Le genre de clarté qui ne désirait ni cri ni confrontation. Le genre de clarté né de la vérité, stable et inébranlable. Il voulait transformer ma souffrance en contenu. Il voulait envelopper ma disparition dans un éclairage doux et des légendes éditées. Il voulait une histoire, alors j'ai décidé de leur en donner une, mais pas celle qu'il pouvait contrôler. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, je me suis lavé le visage, j'ai attaché mes cheveux en arrière et je me suis assise au petit bureau à côté de la fenêtre de mon loft. La ville à l'extérieur se réveillait, des voitures passaient, des chiens aboyaient, le murmure des piétons. Une douce brise passait par la fenêtre entr'ouverte. J'ai allumé la caméra de mon téléphone. Sans filtre, sans larmes, sans musique dramatique, juste moi. J'ai positionné le téléphone à la verticale, j'ai appuyé sur enregistrer et j'ai parlé avec la voix la plus calme que j'ai jamais utilisée de ma vie. Bonjour, ai-je commencé. Je m'appelle Amélie. Certains d'entre vous connaissent peut-être ma famille. D'autres non. Je ne suis pas ici pour blâmer qui que ce soit ou pour créer un drame. Je veux juste dire la vérité sur quelque chose qui m'est arrivé parce que dernièrement, cette vérité a été réécrite. Mon regard n'a pas vacillé. Ma respiration est restée stable. C'était mon 18e anniversaire. Je suis rentré à la maison en m'attendant peut-être à un simple dîner, peut-être juste à un joyeux anniversaire. Au lieu de cela, la maison était décorée pour l'anniversaire de ma sœur cadette, qui a lieu 2 semaines après le mien. Elle a reçu un iPhone flambant neuf et on m'a tendu un gâteau à moitié entamé sorti du frigo. J'ai montré la photo que j'avais secrètement prise, le petit gâteau cabossé avec une part manquante et une carte. J'ai continué. Il y était écrit « Et sois plus comme elle ». J'ai également montré la carte. Sans commentaire, sans amertume, juste des faits. Mes parents ont ensuite contacté mon école et ont essayé de retirer ma candidature à la bourse, ai-je dit ensuite, en affichant la capture d'écran de l'email derrière moi. Ils ont dit que la famille était instable et que je n'étais pas prête pour des responsabilités académiques. Je n'ai pas autorisé cela. J'ai quitté la maison peu de temps après parce que j'ai réalisé que je devais survivre par moi-même. J'ai gardé ma voix douce, stable, presque douce. Je ne demande à personne de prendre parti. Je ne demande pas de sympathie. Je ne demande même pas de pardon. Je veux juste que la vérité existe quelque part où elle ne peut pas être modifiée pour les vues. J'ai terminé la vidéo avec une simple ligne silencieuse. Merci de m'avoir écouté. Puis j'ai arrêté l'enregistrement. La vidéo entière durait un peu moins d'1 minute. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, ressentant un étrange mélange de peur, de pouvoir et de paix, tout entrelacé. Je ne voulais pas cette vidéo sur mon propre compte. Je ne voulais pas d'attention. Je voulais une exposition, propre, factuelle, non traçable à mon identité. J'ai donc créé un compte Facebook anonyme en utilisant ma nouvelle adresse email, sans photo de profil, sans connexion, et j'ai téléchargé la vidéo dans un groupe de parents de la ville. Le genre de groupe où la politique scolaire, les concours de vente de gâteaux et les ragots familiaux vivaient et prospéraient. La légende était simple. Pour tous ceux qui connaissent cette famille, voici la vérité. Pas de haine, juste des faits. Je l'ai publié et j'ai fermé l'application, non pas pour attendre, non pas pour obséder, mais pour respirer. Je suis descendu pour ouvrir la boutique pour la matinée. J'ai préparé du café pour M. Leclerc, essuyer le comptoir, tailler des tiges. Des gestes normaux, des gestes qui ancrent. Le monde à l'intérieur de la boutique était paisible, rempli des odeurs de terre, d'eau et de pétales frais. Rien à voir avec la tempête qui se déroulait tranquillement quelque part dans le cyberespace. Cela n'a pas pris longtemps. 2 heures plus tard, mon téléphone a vibré 1 fois, 2 fois, puis continuellement comme un SM en colère. Je l'ai ignoré au début jusqu'à ce qu'il vibre si violemment qu'il a failli glisser du comptoir. Quand je l'ai finalement vérifié, mon cœur a sauté un battement. Sabrina, ma cousine Sabrina, celle qui restait toujours dans son coin. Celle qui vivait principalement en ligne, mais d'une manière calme et observatrice. Elle avait envoyé un seul message. Ça se propage vite. Tu as bien fait. J'ai cligné des yeux. Un autre message est arrivé quelques secondes plus tard. Et je l'ai partagé avec les bonnes personnes. Je n'ai pas demandé qui étaient les bonnes personnes. Je n'en avais pas besoin, car presque immédiatement, mes notifications ont explosé. Capture d'écran, publication partagée, commentaires, chuchotements se transformant en cris.
Les gens ont reconnu la maison en arrière-plan. Les gens ont reconnu le ton de la voix de ma mère. Les gens ont reconnu la carte. Les parents du groupe ont réagi en premier. C'est déchirant. Je sais de qui il s'agit. Cela explique tellement de choses. Je pensais que cette famille était parfaite. C'est de la maltraitance psychologique. Puis sont venus les voisins, puis les enseignants, puis les collègues, puis les gens de l'école de Chloé. La vidéo est passée de 50 vues à 5000 en quelques heures seulement. Sabrina m'envoyait des mises à jour en privé. Un des collègues de papa l'a confrontée au bureau. Tante Jenna est furieuse. Ils ont essayé de la culpabiliser pour qu'elle les défende. Les followers de Chloé ont remarqué qu'elle n'a rien posté de la journée. Et puis, regarde les commentaires sous le dernier TikTok de Chloé. J'ai hésité, mais la curiosité a gagné. J'ai ouvert TikTok, je suis allé sur le compte de Chloé et j'ai cliqué sur sa vidéo la plus récente, une qu'elle avait postée la veille, posant dans une nouvelle tenue. Les commentaires les plus populaires étaient brutaux. C'est la sœur à qui tu as dit de te ressembler. Où est ta grande sœur? Celle qui a eu le gâteau à moitié mangé. Explique l'email de la bourse. On attend. Ta famille a l'air toxique à mort. Ma belle, ce n'était pas censé sortir, n'est-ce pas? Des centaines d'autres ont suivi. Certains se sont désabonnés publiquement. D'autres ont exigé des explications. Certains ont même tagué directement le groupe de parents. L'image de la famille parfaite s'est fissurée, puis brisée, puis a volé en éclats. À midi, je savais que le monde de mes parents s'effondrait. Un collègue de mon père aurait envoyé un email au RH. Une voisine qui avait autrefois idolâtré ma mère a envoyé un message à Sabrina, horrifiée. Même le professeur préféré de Chloé aurait commenté en privé, est-ce vrai? Le récit qu'ils avaient essayé de créer n'était plus le leur, et rien de tout cela ne m'avait obligé à mentir, à exagérer ou à les détruire. La vérité l'a fait toute seule. Vers 21h, alors que j'arrangeais un bouquet de tulipes, mon téléphone a de nouveau vibré, cette fois avec une notification de message vocal de mon père. Je n'ai pas écouté. Je n'en avais pas besoin. J'imaginais la panique dans sa voix, le désespoir, la tentative frénétique de reprendre le contrôle d'une histoire qui ne leur appartenait plus. J'ai simplement posé le téléphone face contre le comptoir. Monsieur Leclerc m'a jeté un coup d'œil. Tout va bien? J'ai laissé échapper un souffle doux et silencieux, celui qui ressemblait à la libération d'années de tension. Oui, ai-je murmuré doucement, en nouant un ruban autour du bouquet. Pour la première fois, vraiment. Mon téléphone continuait de vibrer. Les messages continuaient d'arriver. Le chaos continuait de se dérouler, mais à l'intérieur du fleuriste, la lumière du soleil filtrait à travers la vitrine propre. Les tiges brillaient de gouttelettes. Et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti quelque chose dont je n'avais fait que rêver. Le soulagement. Pas une vengeance triomphante. Pas une fierté vertueuse. Juste un soulagement, doux, chaud et mérité. J'ai glissé mon téléphone dans la poche de mon tablier, j'ai reculé du comptoir et j'ai inhalé le doux parfum des tulipes fraîches et de l'eucalyptus. Quelle que soit la tempête qui se déroulait là dehors, elle ne m'appartenait plus. J'avais dit ma vérité, et c'était suffisant. La semaine avant la rentrée, j'ai fait mes bagages dans la petite chambre mansardée qui était devenue mon sanctuaire. Cela n'a pas pris longtemps. Ma vie tenait encore dans 2 sacs et une boîte en carton remplie de fleurs que Monsieur Leclerc a insisté pour que je prenne. Le premier jour de cours a besoin de couleurs, avait-il dit, prétendant que ce n'était pas sentimental. Quand le VTC m'a déposé à l'entrée de la résidence universitaire de l'école d'art, le campus s'étendait comme un rêve silencieux, de grands chênes, des allées de briques, la chaude lumière du soleil matinal se reflétant sur les fenêtres des ateliers. Je suis resté là un moment, laissant le poids de tout retomber, toutes les façons dont je m'étais brisé, toutes les façons dont je m'étais reconstruite. La chambre était petite mais chaleureuse. Un lit, un bureau, une commode et une fenêtre donnant sur une cour où les étudiants transportaient des carnets de croquis et des tasses de café. Pour la première fois, l'avenir ne ressemblait pas à une porte verrouillée. Il ressemblait à un couloir ouvert avec des dizaines de pièces à choisir. Ce soir-là, j'ai rangé mes crayons, ma petite pile de vêtements et les fleurs de Monsieur Leclerc. J'ai scotché ma lettre de bourse au-dessus du bureau, non pas comme un rappel de ce que j'avais fui, mais de ce que j'avais mérité. 2 jours plus tard, ils sont venus. Je les ai vus par la fenêtre de la résidence. D'abord, mes parents, debout près des bancs de la fontaine du campus,
l'air petit et déplacé parmi les étudiants portant des portfolios d'art. Mon père vérifiait sa montre à plusieurs reprises. Ma mère tordait un mouchoir jusqu'à ce qu'il se déchire. Ils étaient venus à l'école, dans mon nouveau monde, à l'endroit pour lequel je m'étais battu bec et ongle. Mon téléphone a vibré avant même que je puisse me détourner. Papa, nous sommes là. S'il te plaît, viens nous parler. Juste 5 minutes. Puis un autre. Maman, Amélie, s'il te plaît. C'est important. On peut arranger ça. Puis, comme si le destin avait besoin d'un dernier rire cruel, une autre notification. Chloé, alors comme ça tu as ruiné mon compte. Tu as fait ça pour gâcher mes opportunités. Pourquoi es-tu comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ça m'a presque fait rire. Après tout, après le gâteau, après le sabotage de la bourse, après la vidéo, ils ramenaient encore tout à eux. Je me suis assise sur le bord de mon lit, le cœur battant régulièrement. Je ne tremblais pas. Je ne pleurais pas. Je n'avais pas peur. J'ai pris un stylo et j'ai ouvert mon carnet à une page blanche. Le même carnet où j'avais écrit ici, je ne suis pas invisible et je deviens quelqu'un qu'ils ne peuvent plus contenir. J'ai écrit une courte lettre. Calme, simple, finale. Je ne suis pas en colère. J'en ai juste fini. J'ai plié la lettre, je suis descendu et je l'ai donnée à la réceptionniste de la résidence. Mes parents sont dehors, ai-je dit doucement. Pouvez-vous leur donner ça? Je ne vais pas les voir. La réceptionniste a hoché la tête doucement, comme si elle comprenait plus que ce que j'avais dit. Je ne les ai pas regardés la lire. Je n'en avais pas besoin. Quelle que soit la tempête qui éclatait à l'extérieur de ces portes, ce n'était plus ma tempête. De retour à l'étage, j'ai finalement répondu à Chloé. Moi? Je n'ai rien ruiné. J'ai dit la vérité. Elle a répondu instantanément. Tu veux que les gens me détestent? Mes doigts ont plané au-dessus de l'écran une demi-seconde avant que j'écrive. Si la vérité te détruit, il est peut-être temps que tu te regardes toi-même, et pas moi. Elle n'a pas répondu après ça. Son silence ressemblait à un chapitre qui se fermait. Le lendemain matin était le jour de la rentrée. La cour bourdonnait de nouveaux étudiants riant, se serrant dans les bras, comparant leurs emplois du temps. Monsieur Leclerc est arrivé en chemise repassée, portant toujours son tablier de fleuriste parce qu'il avait oublié de l'enlever avant de prendre le bus. Il tenait un petit bouquet de marguerites. Pour la boursière, a-t-il dit en me les tendant. Et avant que tu ne protestes, les marguerites signifient de nouveaux commencements. Je n'ai pas protesté. Je l'ai serré dans mes bras à la place, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Ses bras m'ont enveloppé avec la chaleur d'une famille que j'avais choisie, pas celle que j'avais fuie. Alors que les discours commençaient et que les étudiants se rassemblaient, il a trouvé une place au fond de la foule, me regardant fièrement comme s'il m'avait connu toute ma vie. D'une manière étrange, c'était le cas, il avait connu la version de moi que j'étais censé devenir. La version qui n'était pas éclipsée, réduite au silence ou ignorée. La version qui grandissait à la lumière du soleil plutôt que dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Après la cérémonie, j'ai erré seul sur les sentiers du campus, le vent frais sur mon visage. Je suis passé devant l'atelier de design, la cour de sculpture, la bibliothèque aux hautes fenêtres en verre. Chaque pas ressemblait à une promesse, silencieuse mais puissante. Quand j'ai atteint un banc sous un grand chêne, je me suis assise et j'ai ouvert mon carnet de croquis. À l'intérieur, glissée entre les pages, se trouvait la carte que j'avais portée tout ce temps. Sois plus comme elle. Les mots ne faisaient plus mal comme avant. Ils ne meurtrissaient plus. Ils ne résonnaient plus. Ils ne perçaient plus. Au lieu de cela, ils semblaient lointains, comme un artefact d'une autre vie, d'une version de moi qui n'existait plus. J'ai passé mon pouce sur l'encre une dernière fois, j'ai expiré lentement et j'ai fermé le livre. Puis je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la poubelle la plus proche et j'ai délicatement glissé la carte à l'intérieur. Sans colère, sans cérémonie, sans hésitation. Juste une libération. Le vent bruissait dans les arbres alors que je traversais de nouveau le campus, la lumière du soleil chaude sur ma peau. Mon passé n'était pas effacé. Il n'était pas réécrit. Il n'était pas réparé. Il était simplement derrière moi. Et pour la première fois de ma vie, je pouvais prononcer la dernière ligne de mon histoire, non pas comme un souhait, non pas comme un murmure fragile, mais comme une vérité. Je ne suis pas devenu elle. Je suis devenu quelqu'un dont je suis fier.
Et c'était suffisant.